Bonjour à tous et bienvenue sur la Toile du Design. Pour la 4e saison, les élèves de DNO du lycée Camille Claudel de Vauréal dans le 95 explorent les questions du design contemporain au travers de 5 épisodes de 20 minutes. L'objectif est de comprendre et de présenter, selon une problématique personnelle, un pan de l'histoire du design. Chaque groupe a donc sélectionné des thèmes, cherché des références, convoqué des auteurs et confronté des points de vue pour problématiser des thèmes comme le rapport entre le design et l'existant ou encore le rôle des designers auprès des minorités. Je vous laisse maintenant découvrir la thématique de cet épisode. Bonne écoute! Ça flop ou ça top? Aujourd'hui, on parle de projet de design. Aujourd'hui, vous êtes avec Marielle, Kim et Cassandra. Pour les fans de Barbie, vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle poupée sortie par Mattel, une Barbie autiste. Aujourd'hui, elle fait énormément polémique car des associations pour autistes la jugent inappropriée. Pourtant, ce projet a été fait en collaboration avec l'association Hassan, une association à but non lucratif organisée pour et par les autistes. Aujourd'hui, on va donc essayer de se questionner s'il est vraiment nécessaire de se mettre dans la peau de l'usager pour répondre à ses besoins et créer des objets de design qui marchent. Cassandra, tu peux nous expliquer pourquoi les associations sont contre? Ces associations veulent interdire la poupée Mattel parce qu'ils estiment qu'elle ne représente pas assez bien les autistes. Elle ne représente qu'une partie d'eux et elles trouvent ça un peu discriminant et réducteur. Pourtant, beaucoup de fans ou même d'usagers trouvent cette poupée vraiment inclusive. On a des témoignages de mamans qui racontent comment leur enfant se sent depuis qu'elles ont la poupée. Et les enfants sont très heureux parce qu'ils se sentent inclus. Et c'est des Barbies qu'on ne retrouvait pas avant, qui n'inclusaient pas tous les enfants. Et moi, personnellement, de mon propre avis, je suis d'accord avec l'initiative de Mattel et je trouve ça vraiment chouette. Dans tous les cas, on ne peut pas toujours représenter tout le monde, ni même intégrer tout le monde dans la conception des choses, c'est vrai. Mais après, il y a des projets, même sans intégrer les gens, ils fonctionnent très bien, comme on prend l'exemple de TikTok, de l'IA ou autre. C'est des choses, ils fonctionnent vraiment bien. Pour rappeler à certains, à la base, TikTok, c'était Musical.ly. En plus, c'était vraiment trop bien. Genre, on faisait des trucs de fou et personne jugeait. Vraiment. Moi, personnellement, TikTok, j'aime bien parce que je trouve on trouve de tout dessus. On peut savoir tout, que ce soit les infos. Je regarde même plus le journal pour vous dire parce que tout se remet sur TikTok. Je peux apprendre mes cours dessus, je peux apprendre plein de choses sur la culture, sur la cuisine et autres choses. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est de me dire que TikTok, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Si on est introverti, en fait, on ne peut pas se livrer à commencer un truc et tout. On est livré à observer la vie des autres sans jamais rien faire. Après, vous direz peut-être que ça, c'est un problème personnel à régler. Mais voilà. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas pour tout public. Pour moi, ça devrait pas être autorisé pour un jeune public parce que pour moi, c'est un vrai danger pour eux dans le sens où tout ce qui va être de la désinformation, ils vont pas spécialement aller chercher les sources et du coup, ils peuvent croire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a les challenges aussi. Il y a beaucoup de challenges. On voit souvent passer aux infos des challenges qui en fait peuvent être mortels que des jeunes vont réaliser parce que pour eux, c'est juste marrant, c'est juste un défi. En fait, ça peut être vraiment très dangereux. Et il y a tout ce qui est au niveau de la concentration. On a beaucoup d'écoles, par exemple, qui parlent du fait que c'est très compliqué puisque les élèves n'arrivent plus à se concentrer en cours. Et ça devient un vrai problème, même dans la vie de tous les jours. Il y a de plus en plus de cas de TDAH, par exemple, où les gens vont pas réussir à se concentrer, à être attentifs très longtemps. Donc pour moi, c'est un vrai danger. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, parce que moi, personnellement, j'ai pas de TikTok. En fait, je l'ai supprimé il y a 5 ans parce que je pense, on voit pas le temps passer quand on est sur TikTok. Et quand j'ai le TikTok il y a 5 ans, j'ai rien fait. J'ai fait que TikTok. J'ai fait que scrolling. C'est scroller. Et pendant plusieurs heures. Je sais pas quoi. Non. Je, je sais pas combien. Mais je sortais plus. Et voilà. Pour revenir à la désinformation, on peut parler de l'IA
qui, des fois, génèrent tout un tas de trucs qui sont pas forcément vrais. Il y a pas de source, on peut pas vérifier ce qu'il dit et ça, c'est problématique, tout simplement. Sur ce sujet, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, personnellement, j'utilise ChatGPT beaucoup parce qu'en fait, je suis une étrangère en France et que je suis pas à l'aise avec comment ça se passe en France en termes de hôpital et l'administration. Et je sais pas où je vais et je sais pas où je peux demander pour ces informations parce que si je search sur Google, il y a beaucoup de choix pour voir et pour regarder ce qu'il y a. Ouais. Et ChatGPT, ça m'aide, ça m'aide comme, oui, tu vas là pour ça et il y a ça pour ça et c'est clair, quoi. Moi, je sais que ChatGPT, c'est vraiment utile pour des questions qui vont être très précises, qu'on ne peut pas spécialement trouver sur Internet, qui sont plus compliquées. Mais il faut pas oublier que ChatGPT a beaucoup de points, enfin même pas ChatGPT, l'IA en général, a beaucoup de points négatifs. Par exemple, si je prends l'IA qui a sur Twitter, maintenant X, qui s'appelle Grok, il y a eu un moment où ça a fait énormément polémique. En fait, des femmes postaient des photos d'elles et des hommes venaient en commentaire demander à l'IA est-ce que tu peux mettre cette femme en maillot de bain? Et l'IA reproduisait la demande de la personne et du coup des femmes se retrouvaient en maillot de bain sur Twitter sans avoir rien demandé. Et l'IA a répondu en disant bah c'est légal, elles sont pas toutes nues, elles sont en maillot de bain, donc techniquement c'est légal. Et ça a fait énormément polémique et du coup je sais même pas si le problème a été réglé ou pas. Et après, sans parler du point de vue moral et tout de l'IA, ça nous bousille aussi le cerveau, c'est-à-dire qu'on cherche plus, on fait tout par l'IA. Et aussi, ça enlève plein de travail. Genre, les artistes, à un moment, ils vont être en danger. Tout ce qui est designer graphique aussi. Genre, ça devient un vrai problème. Et il y a aussi, d'un point de vue écologique, ça pollue énormément. Mais bon, ça, c'est un peu. C'est pareil, Google, c'est pareil, ça pollue aussi, mais ça pollue quand même moins que l'IA. Je suis d'accord sur toutes ces choses. C'est vrai que l'IA, pour être un guide, c'est une bonne chose. La seule question qu'il faut se demander, c'est à quel point on s'en sert. Parce qu'il faudrait pas non plus en dépendre totalement. Puisque faut se rappeler qu'à la base, pour échanger ou apprendre des choses, c'est entre nous. Il faut être une communauté pour avancer tous ensemble. La meilleure des choses, c'est de pouvoir parler, se concerter et de voir on a besoin de quoi, on a compris quoi, pour voir où est-ce que ça nous mène. De toute façon, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de faire soi-même. Et pour ça, on a un Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un endroit où il y a plein de matériaux, plein de machines, ce qu'on peut utiliser pour faire soi-même autant qu'on veut. Il y a des professionnels ici. Ouais, c'est vrai, il y a des professionnels dedans pour nous apprendre et pour nous montrer comment les machines marchent. Et surtout pour nous, on n'a pas d'atelier professionnel, genre on n'a pas accès. Et pour ça, euh, je pense que c'est bien d'être là pour apprendre et pour être habitué avec les machines dans un atelier. Mais malheureusement, Fab Lab, c'est pas pour les gens qui sont pas créatifs, qui ont pas des idées. Et je pense que ça serait mieux si ce type de gens peuvent faire le design participatif parce que c'est plutôt pour trouver des idées en collaborant avec des usagers. Pour ce faire, les designers, ils vont utiliser plusieurs méthodes. L'objectif, c'est toujours le même, c'est au départ de comprendre et écouter les besoins, ensuite d'envisager des solutions et les proposer directement aux usagers, et ensuite c'est les faire valider du coup et pouvoir commencer la phase de projet où ils vont totalement commencer à créer ce qu'il faut, les dispositifs.
Du coup, moi, je vais vous parler du projet de la Poste, des Sismo. Donc, je pense que vous avez très bien vu dans toutes vos villes, actuellement, les boîtes aux lettres de la Poste, donc les boîtes aux lettres jaunes, vous connaissez très bien. Et bah, ce projet, il a été réalisé par les Sismo, qui est une association. Et en gros, pour ce projet, les Sismo, ils ont décidé de créer des ateliers participatifs, du coup, avec des collectivités, des facteurs et des industriels. Et du coup, grâce à ça, ils ont permis de créer des boîtes aux lettres parfaites pour tous les usagers, que ce soit du coup les facteurs qui vont s'occuper de distribuer les lettres. Euh, les collectivités, donc ça va être tous les gens qui vont se servir de ces boîtes aux lettres, justement, et les industriels. Et voilà, quoi. On voit que genre les projets qui sont faits avec directement les personnes concernées, et bah, c'est les projets qui marchent le mieux. Effectivement que pour répondre à une problématique, il vaut mieux avoir l'opinion et l'intégration de son usager au sein du processus. C'est quelque chose que j'ai pu voir notamment dans le projet Territoire en résidence avec l'association 27e région qui intègre en fait des territoires comme par exemple ils ont intégré un lycée. Ils se sont installés du coup dans le lycée, ils ont pris à part les étudiants, l'équipe pédagogique, qui se sont entretenus avec eux. Ils ont proposé des activités aussi aux étudiants comme de réinventer les espaces. Et à chaque espace de l'établissement scolaire, on leur demandait de citer qu'est-ce qu'ils y faisaient ou comment ils s'y sentaient. Par exemple, le couloir, pour eux, c'est passage, c'est le repas, c'est le midi. Et donc, chaque étape du projet, il y a toujours des étudiants qui sont intégrés. Et comme ça, en fait, les réponses viennent plus des usagers et de leurs besoins que du designer en lui-même. Je pense que c'est comme ça que on donne le pouvoir de la parole à l'usager et le pouvoir de la conception au designer. Du coup, si on part du principe que pour répondre à une problématique, il faut être dans la peau de son usager, Ça voudrait dire que si on le fait pas, bah, ça flop. D'ailleurs, on est allé exprès pour ce podcast voir l'exposition Flop, que vous avez peut-être entendu parler, qui se situe au musée des Arts et Métiers. Et du coup, on va vous réunir quelques petits projets. Dans cette exposition, on a vu en pub qui est Lave plus blanc. C'est par une marque Dove. C'était en campagne pour un gel douche. L'intention était probablement différente, mais la marque reprend en 2011 un motif raciste des publicités coloniales des années 1920. Le pub voulait montrer que le gel douche lave bien, mais ils ont mis deux photos au fond, before and after, de pose séchée, et après d'utiliser le gel douche. C'est plus clair et tout doux, mais devant cette photo, il y a 3 femmes et une femme noire, elle était devant la photo de peau séchée. Et avec la photo after, il y avait une femme blanche. Ouais, oui. Là, par exemple, dans le cas de la pub dont nous parlait Kim, ils ont fait clairement un retour dans le passé qui n'a pas marché, et c'est normal. Mais il y a aussi des projets qui vont faire un trop grand pas vers le futur, et c'est pareil, ça va pas marcher, parce que ça va être trop en avance sur son temps. C'est par exemple le cas de Nabastag, c'est un lapin connecté qui en fait, comme le Google Home aujourd'hui par exemple, et Alexa, c'est genre des objets qui en gros vont donner la météo, vont donner des informations, vont répondre à des questions. Sauf qu'il est sorti beaucoup trop en avance, et du coup les gens avaient peur juste de cet objet qu'ils connaissaient pas encore. Et cet objet, c'était sorti quand? C'est sorti en 2005, donc il y a 20 ans. Vous imaginez, genre vous, en 2005, il y avait même pas encore Musical.ly, et genre là on vous dit... On n'avait pas utilisé le smartphone. Ouais, c'est ça, c'était vraiment trop tôt en fait. Genre, c'est normal qu'on ait peur de ça, franchement. toujours en continuant sur le temps, on peut pas râler.
du préservatif en spray est une idée absurde, car les hommes, du coup, devaient sprayer tout simplement sur leur partie intime et devaient attendre 2 minutes pour que ça sèche. Forcément, au bout de 2 minutes, il n'y a plus personne. En fait, le problème d'attendre 2 minutes, c'est qu'il y en a justement qui vont trouver que ça casse complètement le délire et il n'y a plus d'ambiance. Parce que justement, en fait, 2 minutes, quand on se rend compte, c'est vraiment très long. Il peut se passer beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'être là pendant 2 minutes à juste attendre que le préservatif il se solidifie, au final, il deviendra trop grand. Et on peut voir qu'il va flopper. Pour revenir aux choses sérieuses, Donc, pour conclure, en vrai, on voit qu'il est nécessaire de mettre l'usager au centre de sa conception. Car on pourrait lui faire peur. ou ne pas le comprendre. C'était Cassandra Kim Et Marielle. pour sa top ou sa flotte.